On a souvent l'impression que la météo, c'est un peu le chaos. Mais en réalité, derrière tout ça, il y a des règles d'une simplicité déconcertante. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ces forces invisibles qui non seulement font la pluie et le beau temps, mais qui expliquent aussi un petit mystère que beaucoup de voyageurs ont déjà remarqué. Alors, ce mystère, il commence où? Eh bien, tout là-haut, dans les airs, à 10 000 mètres d'altitude. C'est une observation toute simple, que des millions de gens font chaque année en avion, mais qui cache une explication scientifique absolument fascinante. C'est intriguant, non? Le premier réflexe, ce serait de se dire que ça vient de l'avion, ou peut-être de la route choisie. Mais en fait, non. La véritable réponse n'est pas dans la machine. Elle est tout autour, invisible, dans l'air lui-même. Donc pour résumer, quand on va vers les États-Unis, l'avion se bat contre le vent. Et dans l'autre sens, vers l'Europe, il se laisse littéralement pousser. C'est simple. Mais la vraie question, c'est d'où sort cette espèce d'autoroute de vent, invisible et si puissante? Pour piger ça, il faut connaître la règle d'or qui gouverne tous les vents sur notre planète. Allez, c'est parti, on va voir le principe de base, celui qui explique absolument tout. C'est vraiment la clé qui ouvre toutes les portes pour comprendre la circulation atmosphérique. Alors, le vent en fait c'est quoi? C'est super simple. Ce n'est rien de plus que de l'air qui bouge. Et pourquoi il bouge? Pour une seule et unique raison, une différence de pression. L'air, il déteste le déséquilibre, il cherche en permanence à le corriger. Et voilà, c'est la clé de tout. S'il y a une seule chose à retenir de toute cette analyse, c'est bien celle-là. L'air va toujours d'une zone de haute pression vers une zone de basse pression. Toujours. C'est ça, la règle d'or. Ok, mais du coup, qu'est-ce qui crée ces fameuses zones de pression? La réponse, c'est tout simplement la température. Pensez-y. L'air chaud, il est plus léger, moins dense, donc hop, il monte. En s'élevant, il laisse comme un petit vide à la surface. Ça, c'est une zone de basse pression. Et qu'est-ce qui se passe quand cet air chaud et humide monte? Il se refroidit, l'humidité se condense et paf, ça fait des nuages et de la pluie. Maintenant, à l'inverse, l'air froid, lui, est plus lourd, plus dense. Du coup, il descend, il appuie sur le sol. Ça, c'est une zone de haute pression. Et comme l'air est sec, le temps est dégagé. C'est la mécanique de base de la météo. Basse pression, mauvais temps. Haute pression, beau temps. Bon, maintenant qu'on a la base, on va zoomer en arrière. On va voir comment ça marche, mais à l'échelle de toute la planète. Et le grand chef d'orchestre de tout ça, le moteur, c'est le Soleil, bien sûr. Et là, la forme de la Terre, le fait qu'elle soit ronde, c'est absolument crucial. Imaginez que le Soleil est une grosse lampe de poche. À l'équateur, son rayon tape en plein dedans, bien droit. Toute l'énergie est super concentrée. Résultat, il fait très chaud. Maintenant, au pôle, ce même rayon arrive complètement de biais. L'énergie se disperse sur une surface immense. Du coup, il fait super froid. Et voilà notre moteur. Ce déséquilibre constant entre un équateur qui surchauffe et des pôles glacés. C'est ça le carburant de la machine climatique mondiale. Bon, la question maintenant c'est comment la planète fait pour équilibrer tout ça? Comment est-ce qu'elle envoie le trop-plein de chaleur de l'équateur vers les pôles, qui en manquent? Eh bien, elle a mis en place un système génial. Des sortes de gigantesques tapis roulants d'air. On appelle ça des cellules de circulation. Prenons la plus grosse, la plus importante, la cellule de Hadley. C'est facile. À l'équateur, l'air est super chaud et humide. On a vu qu'il monte. En montant, il lâche toute son eau, d'où les pluies tropicales. Bon, une fois en altitude, cet air se déplace vers les pôles, mais en chemin, il se refroidit et s'assèche. Et vers 30 degrés de latitude, il n'a plus le choix, il redescend. Sauf que maintenant, il est complètement sec. Et c'est pour ça que les plus grands déserts du monde, comme le Sahara, se trouvent pile à cette latitude. C'est la preuve parfaite de ce mécanisme. Et ce système, il ne s'arrête pas là. Il y a deux autres cellules qui viennent s'emboîter, un peu comme des engrenages. Juste au-dessus, c'est la cellule de Ferrel, là où se trouve l'Europe par exemple. Et c'est une vraie zone de combat. L'air chaud du sud essaye de monter, l'air froid du nord essaye de descendre. Ça se bouscule tout le temps. C'est exactement pour ça que notre météo est aussi changeante. Et enfin, tout en haut, on a la cellule polaire. C'est le grand frigo du monde où l'air glacial redescend. Ces trois tapis roulants ensemble travaillent en continu pour répartir la chaleur sur toute la planète. Ok, on a presque toutes les pièces du puzzle. Presque. Parce qu'il manque un dernier ingrédient, un truc crucial. Pour l'instant, on imagine que l'air va tout droit, du sud vers le nord. Sauf qu'on a oublié un détail. La Terre, elle tourne sur elle-même. Et ça va tout changer. Ça va littéralement tordre ses mouvements. Cette torsion, ça a un nom, c'est l'effet de Coriolis. Et le plus fou, c'est que ce n'est même pas une vraie force. C'est une sorte d'illusion due au fait qu'on observe un mouvement depuis une plateforme qui est elle-même en rotation. L'exemple classique, c'est le manège. Si on est dessus et qu'on lance une balle tout droit, on aura l'impression qu'elle fait une courbe. Pour le vent, c'est exactement la même chose. Au lieu d'aller tout droit, paf, il est dévié. Et cette déviation, elle suit une règle simple. Dans l'hémisphère nord, tout ce qui bouge est dévié vers sa droite. Dans l'hémisphère sud, c'est l'inverse, tout est dévié vers sa gauche. C'est cette force de Coriolis qui va transformer nos grands mouvements verticaux des cellules en vents horizontaux, ce qu'on connaît.
Alors, quand on mélange nos cellules de pression et la rotation de la Terre, on obtient enfin la carte des grands vents mondiaux. Dans les tropiques, on a les alizés qui soufflent d'est en ouest. Mais à nos latitudes, en Europe et en Amérique du Nord, on est en plein dans le royaume des vents d'ouest. Et attention, en altitude, ces vents d'ouest deviennent de véritables fleuves d'air surpuissants, les fameux courants G. Et là, on touche à la solution de notre énigme de départ. Voilà, ça y est, on a toutes les pièces en main. Il ne reste plus qu'à les assembler pour voir l'image finale et enfin résoudre notre histoire d'avion. Et surtout, admirer à quel point tout ça est logique. Et la réponse, la voilà. En volant des États-Unis vers l'Europe, l'avion fait une chose très maligne. Il se cale dans cette fameuse autoroute du ciel. Ce puissant courant de jet qui souffle d'ouest en est, c'est comme avoir un vent de dos monumental qui propulse l'avion et lui fait gagner un temps précieux. Et au retour, évidemment, c'est la double peine. Il faut lutter contre ce même courant, mais de face. Voilà, mystère résolu. Au final, la prochaine fois qu'on sera dans un avion, en regardant par le hublot, on ne verra plus juste des nuages. On verra la machine en pleine action. Si on survole des forêts bien vertes, bien denses, ça veut dire qu'il pleut beaucoup, donc c'est une zone de basse pression. Si au contraire on passe au-dessus d'un désert tout jaune et aride, c'est qu'il ne pleut jamais. C'est donc une zone de haute pression. Toute cette grande mécanique, elle ne sert pas juste à faire aller les avions plus vite. C'est elle qui dessine, qui sculpte les paysages de notre planète. C'est quand même assez incroyable quand on y pense, non ?